Bonjour et bienvenue sur Affordance, le podcast des idées qui appellent à agir, où des créatrices y partagent leurs solutions pour rouvrir le champ des possibles vers le monde de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Hollard, architecte dont la pratique s'inscrit à contre-courant des modèles traditionnels. Diplômé en architecture de l'Université libre de Bruxelles en 2024, il poursuit actuellement un projet de thèse au sein de la chaire Culture constructive sur les impacts socio-techniques de la massification des filières constructives bas carbone avec un intérêt particulier pour la terre crue. Parallèlement, il développe une pratique de chantier en éco-construction, située à la frontière entre conception architecturale et pratique constructive. Thomas est un créateur d'aujourd'hui, qui se penche sur la question de la convivialité et de ses outils. Influencé en partie par la pensée d'Ivan Illich, un philosophe autrichien, et par son livre Convivialité, publié en 1973. Et dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre pourquoi et comment reconstruire la convivialité dans nos métiers. Je suis Thaïs Bassement et vous écoutez Affordance. Bonjour Thomas, comment tu vas ? Salut, ça va? Très bien et toi? Ça va nickel, Ouais. merci. Alors aujourd'hui, donc on va parler de convivialité et d'outils, mais qu'est-ce qui t'a amené toi dans ton parcours à travailler sur ce sujet ? Alors je dirais que c'est un peu compliqué, je pense, à déplier tout ce qui m'a mené vers la convivialité, mais si je devais retenir 2 choses peut-être, qui m'ont un peu dirigé vers la pensée d'Ivan Illich, je dirais déjà, un premier engagement, dans des luttes, socio-écologiques, qui m'ont politisé assez jeune, quand j'avais 14-15 ans, et qui ont structuré une première critique, on va dire des structures capitalistes et productivistes et qui ont fait que je me suis orienté vers ce type de lecture. Et ensuite peut-être aussi une proximité avec le monde du bâtiment. C'est vrai que j'ai beaucoup de proches qui travaillent dans le bâtiment. Je pense notamment à mes 2 frères. J'ai un grand frère qui est zingueur, couvreur zingueur et un petit frère menuisier. Ce qui fait que j'ai beaucoup évolué sur le chantier et bien avant mes études d'archi. Et je pense que c'est ce background qui m'a amené à me questionner un peu, notamment sur l'expertise architecturale, parce qu'il me semblait qu'il y avait une sorte de décalage, entre le travail des architectes prescripteurs et entre ce que j'avais pu, observer, sur les réalités des lieux de production et puis ce que j'avais aussi entendu, autour de moi de par mes proches. Et voilà, ça m'a donné envie de me questionner un peu effectivement sur le rôle de l'architecte, son expertise et la notion de convivialité, elle m'a permis un peu de structurer, ce questionnement. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu avant ça, avant de rentrer dans le sujet de toi. Mmh. Et je t'avais demandé de ramener un objet aujourd'hui pour Ouais, un peu te présenter. Est-ce que tu peux parler de cet objet et nous dire pourquoi tu as voulu le ramener, le présenter aujourd'hui ? ouais. Du coup, bah, comme je te le disais tout à l'heure quand on s'est rencontrés, j'ai eu un peu de mal à me plier à cet exercice parce que, je suis pas quelqu'un qui, collectionne beaucoup d'objets comme tu peux voir autour de nous là. Donc du coup, ça a été un vrai défi de trouver un objet. J'hésitais entre un bouquin ou, du coup, ce que j'ai ramené, un pantalon de chantier. J'ai ramené ce pantalon de chantier parce que déjà il a une petite note symbolique, c'est que c'est le pantalon de chantier de mon frère, qui, comme je l'ai dit, travaille dans le bâtiment et que ça fait un moment que je lui ai emprunté pour bosser, sur le chantier quand ça m'arrive de bosser sur le chantier. Et ça doit faire 4-5 ans que je traîne ce pantalon de chantier et qui, retrace un petit peu, on va dire, mon profil, d'architecte, qui a quand même beaucoup évolué, sur les espaces de production et je trouvais ça cool de choisir, cet objet un peu ordinaire. Du coup, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi et sur ce pantalon de chantier, on peut maintenant rentrer dans le cœur du sujet, la convivialité. Et du coup, c'est quoi pour toi la convivialité ? Du coup, la notion de convivialité, comme tu l'as dit, moi je la tire c'est la notion de convivialité au sens d'Ivan Illich, hein, Mmh. parce que, il y a plein de manières d'aborder la convivialité et moi je l'ai abordée de par le prisme de ce penseur qui était donc du coup un prêtre, qui est devenu philosophe, qui est un des grands penseurs de l'écologie politique et qui émet une critique, assez rigoureuse de la société industrielle dans les années 70. Et c'est un auteur qui a été beaucoup réactualisé, aujourd'hui, notamment au regard des crises, socio-écologiques qu'on traverse et qui sont largement, documentées. Et donc du coup, moi, je pars vraiment de sa définition, je peux même la citer. Donc, lui, Ivan Illich, il appelle convivial une société où l'outil moderne est au service de la personne, intégrée à la collectivité et non au service d'un corps de spécialistes. Donc, pour moi, la convivialité, c'est, comme il le dit, hein, une manière d'organiser le monde social, en questionnant la place de nos outils, dans une société industrielle qu'on peut juger,
destructrice et dépossédante. Pour peut-être résumer un petit peu, on peut rapprocher la convivialité à une forme d'agentivité, d'émancipation par l'action, pour tous et pour toutes et à toutes les échelles. Et pourquoi, ça serait important, enfin, pourquoi c'est important de parler de ce sujet aujourd'hui et de parler de la convivialité dans notre société? Alors je pense que doit y avoir des milliers de raisons de s'intéresser à ce concept de convivialité. Comme ça déjà je pense, au recul, démocratique, actuel qu'on connaît, à l'extrême droitisation de nos sociétés, notamment de la société française. On l'a vu d'ailleurs, avec l'actualité des municipales, qui traduisent une perte de contrôle, des populations sur leur capacité, d'agir et de décider. La convivialité, c'est justement, à ça qu'elle entend, répondre, vu que c'est une forme d'autodétermination, d'autonomie dans l'action. Donc, ouais, je dirais face au recul démocratique, se pencher sur la convivialité, ça c'est quand même une bonne chose. Si je me rapproche plus de l'échelle architecturale, je dirais déjà pour des raisons écologiques. On sait que le secteur de la construction, c'est 40 d'émissions de CO2 à l'échelle, mondiale. C'est aussi 40 des déchets à l'échelle européenne, pardon. Et au-delà de la question écologique qui paraît maintenant assez évidente, il y a aussi toute une série de violences beaucoup moins visibles, qui structurent la production architecturale. Et là aussi, on aurait quelques chiffres à dire, hein. On sait qu'il y a 50 des personnes qui travaillent en situation de travail forcé, se trouvent dans le secteur du BTP. Chaque année, il y a plus de 100 000 ouvriers, qui meurent sur les chantiers, soit près de 30 des accidents de travail dans le monde. Dans les sociétés industrielles comme les nôtres, c'est 3 à 4 fois plus de chances d'avoir des accidents du travail quand on travaille dans le BTP. Et puis il y a, tout un paquet d'études qui montrent des phénomènes d'informalisation du travail, d'exploitation, de standardisation, de déqualification, pardon, et cetera, et cetera. Tout ça d'ailleurs, c'est pas, ailleurs que chez nous, hein. À l'échelle de la France, Nicolas Jounin, qui est un sociologue, qui a fait une, thèse qui s'est ensuite prolongée par un ouvrage qui s'appelle «Chantier interdit au public» et qui documente bien comment le secteur du bâtiment, repose sur des formes de racisme structurel, d'externalisation du travail et de précarisation de populations, les plus fragiles. Tout ça pour dire que toutes ces informations-là, elles nous montrent que la production architecturale, elle a rien, d'édulcoré et que ces connaissances, elles impliquent de reconsidérer, en fait, nos manières de produire de l'architecture, que ça soit pour des raisons, du coup, comme on l'a vu, écologiques, mais aussi, sociales, la question du travail. Et c'est des questions que la convivialité, elle peut, permettre de venir traiter en tant que participant à ce tout de la construction architecturale. La convivialité, tu en as parlé dans ton mémoire et tu parles d'outils, donc ces instruments un peu au service d'une intention auquel on peut avoir recours quand on crée ou quand on construit. Tu entends par outils tous les objets matériels, les institutions, mais aussi les systèmes immatériels. Et certains outils sont parfois plus propices à la convivialité que d'autres. Illich parle dans son livre la convivialité des outils conviviaux. Mmh. Est-ce que les outils qu'on utilise aujourd'hui, pour toi, ils sont conviviaux? En tant qu'architecte, dans la conception, Mmh. bah, déjà, je trouve ça peut-être intéressant de revenir sur, la définition de l'outil convivial. Après comprendre effectivement, la convivialité de nos outils. Du coup, tu l'as justement dit, les outils, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Ivan Illich. C'est une notion assez abstraite pour lui, il entend les outils au sens large, donc c'est tout, moyen pour arriver à une fin. Donc c'est aussi bien des outils, au sens, ultra conventionnel comme un tournevis, mais effectivement, il y a aussi des outils institutionnels. Lui, il considère, l'école par exemple ou l'hôpital comme des outils, institutionnels. Et donc du coup, pour Ivan Illich, effectivement, la convivialité, elle est permise grâce au développement d'outils conviviaux, qu'il oppose aux outils industriels qu'il juge aliénants et dépossédants. Donc peut-être pour illustrer, ces outils industriels, lui, il prend par exemple, la voiture et il montre, comment elle nous rend dépendants, des infrastructures, techniques, de l'énergie, comment elle nous échappe techniquement aussi, avec une forme d'obscurantisme technique, c'est-à-dire qu'on ne sait plus comment réparer nos voitures, enfin c'est de plus en plus complexe et cetera, donc du coup on n'a pas forcément la main sur l'outil qu'on utilise. Et aussi, et ça c'est, je pense, le plus important, que la voiture, elle finit par produire l'inverse de ce qu'elle promet à la base. C'est-à-dire initialement, les voitures, c'est pour, on va dire, réduire, le temps des transports, donc passer moins de temps, dans les transports. Et en fait, avec le développement de la voiture, plus, on a développé les infrastructures, plus on a commencé à faire des longues distances, plus il y a du monde sur la route, plus il y a des bouchons et en fait, depuis le développement de la voiture, on passe beaucoup plus de temps, dans les transports. Et donc du coup, c'est ça, le
le paroxysme de l'outil industriel en fait, qui nous dépossède et qui nous aliène. Et donc du coup, lui, il oppose à ces outils industriels, effectivement, les outils conviviaux. Et pour définir les outils conviviaux, il donne un peu des critères comme une grille de lecture qu'après on peut venir apposer à chaque discipline pour observer si c'est convivial ou pas, dans une graduation de convivialité aussi, ça l'est plus ou moins. Et donc du coup, les principes de l'outil convivial, si jamais on se réfère à son livre, c'est qu'il ne crée pas de dépendance, il peut être utilisé, produit, détruit simplement, avec un minimum de technique. Il est sous le contrôle de celui qui l'utilise, il garantit la créativité et il laisse part à l'indéterminé, et il garantit aussi le droit à l'autonomie dans l'action. Du coup, ça, c'est vraiment la définition de l'outil convivial. Et donc du coup, en architecture, si on se réfère au fait que l'outil, il est vraiment entendu au sens large, et ben en fait, il peut se décliner la notion d'outil, elle peut se décliner à plusieurs échelles. Donc par exemple, effectivement, il y a les outils de conception, donc les outils des architectes, par exemple. Ça, c'est peut-être l'échelle la plus évidente, mais on peut aussi entendre le logement comme un outil qui a pour qui a pour objet de réunir les conditions d'habitabilité, par exemple. Donc c'est un outil, un logement, au sens de la convivialité. Mais aussi le projet d'architecture, par exemple. Le découpage de la production, ça peut être aussi considéré comme un outil institutionnel. Et après, du coup, tu peux faire l'exercice à toutes ces échelles, avec les critères qu'on a énoncés plus haut, pour voir si on a affaire à des outils plus ou moins conviviaux. Donc, pour répondre un petit peu à la question initiale, si on s'intéresse par exemple à l'échelle des outils de conception, par exemple, si tu prends le BIM, qui fonctionne sur des objets paramétriques issus de catalogues, on voit que ça va avoir tendance à éloigner les architectes de leurs premières intentions d'intention de conception. C'est aussi des outils hyper technologiques. Si le logiciel il plante dans l'agence, il n'y a personne qui peut continuer à utiliser l'outil. Donc du coup, ça va être un outil moins convivial que, par exemple, à l'inverse, le dessin à la main. Entre l'intention et le geste, il y a vraiment peu d'intermédiaires, et celui qui dessine sur une feuille, il décide ou de quel côté il va mener son stylo, quoi. Donc il y a une agentivité hyper forte. Si on le fait à l'échelle du logement, par exemple, savoir si un logement est plus ou moins convivial, du coup, si on se réfère aux critères de tout à l'heure, il faut se demander si on est dépendant ou pas de nos intérieurs, si nos logements sont facilement contrôlables ou pas, si on peut les utiliser, les réparer, les modifier simplement. Et si je prends du coup la troisième échelle, pour finir un peu l'exercice, à l'échelle de la production du bâtiment, là on peut s'intéresser par exemple aux habitants. Comment sont-ils impliqués politiquement dans le processus? Donc plus ils vont être impliqués dans le processus, euh, et plus on va être vers des formes de convivialité, moins ils le seront, moins on va être dans des formes de convivialité. Mais ça peut aussi s'appliquer aux ouvriers, en se demandant si est-ce qu'ils contrôlent la production bâtie, est-ce qu'il y a une agentivité ouvrière? On peut se demander par exemple la place de la créativité et de l'indéterminé dans l'action ouvrière, dans l'espace rationalisé du chantier. Moi, j'aurais tendance à dire que du coup, les chantiers aujourd'hui, comme ils se développent, c'est pas du tout des espaces conviviaux, par exemple. Voilà, ça, du coup, en fait, ça pose un peu un cadre d'analyse pour observer la convivialité. Et ce qui est vraiment cool avec la convivialité, c'est qu'en fait, la convivialité, c'est un outil convivial. Et du coup, à toutes ces échelles un peu d'outils, c'est quoi vraiment la raison? Est-ce que c'est vraiment l'industrialisation qui a fait que maintenant on a des outils si peu conviviaux, que ce soit du coup des outils, les logements, etc. Est-ce que c'est juste l'industrialisation ou tu penses qu'il y a d'autres raisons peut-être propres à chaque catégorie d'outils? Si on se met dans le raisonnement de la convivialité, oui, parce qu'en gros, la convivialité, elle se place en opposition à l'industrialisation, du coup, à la normalisation, à la standardisation, à la notion de tout ce qui est reproductible. Et dans nos histoires contemporaines, c'est systématiquement ce qu'on essaye de faire pour optimiser les coûts, etc. Donc, même si aujourd'hui l'architecture, elle n'est pas complètement industrialisée, parce qu'il y a encore une part d'incertitude, il y a encore, c'est quand même ce vers quoi on tend à chaque fois le plus possible. Et donc, du coup, oui, si, je dirais que c'est les phénomènes d'industrialisation qui tendent à effacer la convivialité. Aussi, mais c'est lié, hein, mais la question des normes, la question assurantielle aussi, qui vient contraindre le travail de chacun. C'est que des raisons entre guillemets, qui nous dépassent, c'est-à-dire l'industrialisation ou la norme. Est-ce que ça peut aussi être une raison humaine? Enfin, par exemple, est-ce que ça peut aussi être à cause de qui on est en train de devenir en tant que société? Je pense que c'est lié, vu qu'on est façonné par nos structures sociales.
Mais par contre, vu que du coup on le verra après, mais vu que c'est possible d'observer des formes de décentrement et des formes de convivialité mis en place par des personnes, par des individus, ça montre bien qu'on peut aussi, entre guillemets, entrer en résistance et se détourner de nos systèmes pour produire différemment. Et donc, c'est quoi le rôle des architectes un peu dans la convivialité aujourd'hui? Bah, du coup, je dirais que si on considère que l'architecte peut être une figure de dépossession, c'est-à-dire déposséder l'habitant de ses capacités de choix et d'action, déposséder l'ouvrier sur ses capacités d'ajustement et ses potentiels créatifs. Alors le premier travail c'est de l'architecte dans la convivialité, c'est de déconstruire cette posture. Parce qu'a priori, euh, il s'oppose un petit peu par sa posture et par son action au principe de convivialité. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que dans Décoloniser l'architecture, Mathias Royo, il montre par exemple que l'architecture, elle s'inscrit dans des logiques de domination et dans un ordre colonial. Et je trouve que c'est assez important à avoir en tête parce que ça montre à quel point c'est un fardeau pour moi d'être architecte, je trouve, aujourd'hui, au regard de la pensée décoloniale, notamment, qui a fait son chemin éminemment nécessaire. Mais parce que c'est un fardeau, parce que ça montre à quel point nos métiers, en fait, ils sont problématiques. Ils sont problématiques en tout point. Que ça soit qu'on regarde, qu'on s'intéresse à la question écologique, mais sociale, les questions des dominations, enfin en tout point, le métier d'architecte est aujourd'hui problématique. Donc a priori, pour moi, il s'oppose plus à la notion de convivialité. Donc je pense que la convivialité en tant qu'architecte, pardon, c'est déjà redéfinir ce qu'on est, à quoi on sert, à quoi on participe, à quoi on refuse de participer aussi. Parce que si l'architecte, c'est un des vecteurs de la société extractiviste, qui favorise les phénomènes de gentrification, qui prescrit des normes d'habitat hyper strictes, qui ordonnance la construction dans des conditions de production désastreuses, etc., bah, l'architecte, il n'est pas convivial, quoi. Mais en même temps, l'architecte, il est aussi dans une position particulière et un peu ambivalente, c'est qu'il est à la fois proche des décideurs, donc il travaille avec la maîtrise d'ouvrage, avec les pouvoirs financiers, avec les pouvoirs publics, mais il fait aussi le lien avec les habitants et les habitantes et les artisans et les artisanes et les producteurs de matériaux. Du coup, c'est un acteur assez stratégique qui fait le pivot et qui est susceptible pour moi de faire évoluer les pratiques et donc du coup de parler de convivialité à condition d'assumer le caractère profondément politique de ce métier, quoi. Et c'est pas ce qui est fait pour moi aujourd'hui. L'architecture, elle est largement dépolitisée et il y a une forme d'autonomisation des disciplines architecturales. Et d'ailleurs, Mathias Royo en parle dans son livre, qui empêche pour moi, pour l'instant, de clairement parler d'un rôle potentiel dans la convivialité des architectes. Après, c'est à mettre un petit peu en perspective avec ce qu'on va voir sur les cas d'études, parce que du coup, j'ai effectivement réussi à observer des formes de convivialité architecturale avec des architectes qui s'engagent et et qui œuvrent pour faire différemment, mais c'est pas la majorité. Ouais. Et du coup, justement, toi, dans ton mémoire, donc, tu parles de deux études de cas, de deux réhabilitations de logements sociaux qui utilisent des outils assez différents et qui renvoient à une pratique plus proche et donc par conséquent plus conviviale. Est-ce que tu peux un peu en parler? Du coup, ouais, c'était mon mémoire de fin d'études, du coup. J'avais effectivement pris deux cas d'études. En gros, l'ambition de ce travail, c'était d'observer la convivialité architecturale. C'est-à-dire que je m'étais intéressé à cette notion de convivialité. Ivan Illich, lui, il la développe pas du tout, enfin pas vraiment dans le champ de l'architecture. Et moi, je me suis dit, bon, bah, comment l'observer en architecture, cette notion de convivialité. Et pour ce faire, j'avais effectivement pris deux cas d'études. Donc le premier, c'était le projet de réhabilitation à Boulogne-sur-Mer, qui a été largement documenté, qui est assez connu maintenant, de l'agence Construire, de Patrick Bouchin, avec notamment et surtout le travail de Sophie Ricard sur place. Et le deuxième projet, c'était le projet de réhabilitation de la cité de transit à Beutre, dans le sud-ouest, qui est un projet de l'équipe Christophe Hutin, sur lequel a participé, enfin, a longuement travaillé Marion Oa, et c'est sur ce projet qu'elle a fait une thèse en cifres et qu'elle a largement documenté tous les outils et tout ce qu'ils ont développé dans ce projet-là. Et peut-être pour justifier un peu pourquoi j'avais pris des projets de réhab et de logements sociaux, ça me semblait intéressant pour deux raisons. La première, c'est que la réhabilitation, pourquoi? Parce que le neuf, ça me paraissait difficilement approchable à la notion de convivialité, parce que je trouvais que ça répondait rarement à des besoins communautaires, mais davantage à des logiques spéculatives.
alors que la réhabilitation, c'est faire avec l'existant. Ça répond à un besoin d'entretenir, de réparer, de soigner les communautés habitantes. Et donc du coup, ça me paraissait plus proche de formes de convivialité potentielle. Et puis je pense que c'est aussi un positionnement qui m'est propre de me détourner, de me désintéresser complètement de la production neuve, parce que ça me paraît complètement anachronique. Et les logements sociaux, pourquoi? Parce que c'était apparemment le logement le plus normalisé, le plus réglementé, avec une population souvent fantasmée. C'est aussi les logements sociaux qui subissent de plein fouet les logiques de rénovation urbaine de l'ANRU, avec les démolitions, reconstructions qu'on connaît, qui sont aussi largement documentées, et toute la violence qui en découle. Et il y a d'ailleurs un livre de la sociologue Saskia Sassen sur l'expulsion et la dépossession. Elle montre comment ces phénomènes-là, ils touchent d'abord les personnes les plus précarisées. Donc souvent des gens qui sont dans des logements sociaux. Et donc du coup, le logement social, il apparaissait un petit peu antinomique à la notion de convivialité. Et je trouvais ça donc assez intéressant, il y avait comme une tension, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça particulièrement. Et donc, est-ce que tu peux expliquer un peu tout ce concept? Parce que du coup, les deux projets que tu as suivis, donc c'est la permanence architecturale. Est-ce que tu peux un peu parler de ce que c'est et de ce que toi, tu as pu voir, apprendre, comprendre dans ton mémoire? Ouais, bah alors du coup, ouais, effectivement, le cadre, parce qu'en fait, après, il y a plein d'outils qui ont été développés, on pourra revenir dessus, mais effectivement, ils ont été mis en œuvre dans le cadre de permanence architecturale. Du coup, la permanence architecturale, c'est le fait de concevoir en habitant. En fait, concrètement, c'est que l'architecte et les architectes s'installent sur place, partagent le quotidien des habitants et des habitantes, et ils développent une compréhension située du contexte pour pouvoir, derrière, proposer des solutions d'aménagement et de transformation. Donc pour le cas de Boulogne-sur-Mer, par exemple, Sophie Ricard, elle s'est installée, je crois, une année avant le début du projet. Elle a habité sur place, elle est devenue voisine, amie, et aussi architecte. Et c'est de ce point de vue-là qu'ils ont développé le projet. Et sur Beutre, c'était un petit peu différent. C'est l'agence qui était sur place. Ils ne sont pas vraiment installés en habitant, ils ne vivaient pas là-bas, c'est-à-dire qu'ils repartaient après le boulot. Mais l'agence était sur place et donc du coup les architectes travaillaient directement sur les lieux de la transformation. Du coup, ça, en fait, c'est un peu le cadre de tout ce que j'ai observé. Effectivement, c'est la permanence architecturale. Et du coup, c'est quoi tous les outils que tu as pu observer pendant la permanence et qu'est-ce qu'ils ont de conviviaux, si certains le sont ou si certains ne le sont pas? Bah alors du coup, moi, je m'étais un peu concentré sur observer de la convivialité, donc du coup, c'était un petit peu orienté. C'est aussi pour ça que j'ai pris ces deux projets-là, c'est parce que c'est des projets avec des équipes ultra consciencieuses qui avaient envie de changer les manières de faire l'architecture. Et donc du coup, je me suis dit que forcément, j'allais observer des choses qui s'apparentaient à de la convivialité. Du coup, déjà, peut-être, je trouve que c'est assez important de rappeler que sur les deux projets, ce qu'on observe, c'est que la convivialité, elle est avant tout habitante. En gros, la convivialité, elle vient des habitants d'abord. C'est-à-dire que c'est les transformations successives, les appropriations spontanées, l'auto-organisation habitante, notamment face à des bailleurs défaillants, parce que là-bas c'est souvent le cas, des bailleurs qui ne faisaient pas leur travail d'entretien, etc. Donc du coup les habitants qui s'auto-organisent pour assurer ces services-là, et tous les processus d'autoconstruction créative en fonction des moyens, des compétences de chacun, des foyers familiaux, qui en fait transforment l'architecture au fil du temps. Et toutes ces choses-là, Mathias Royo, qui est un architecte et chercheur, et philosophe, je crois aussi, il appelle ça les architecturations. Je trouve que c'est un assez joli terme. Et ça, en fait, c'est vraiment le plus proche enfin, c'est vraiment de la convivialité au sens d'Ivan Illich. Il y a l'autonomie dans l'action, de la créativité, de l'indéterminé, de l'autodétermination, etc. C'est de la convivialité. Et donc, du coup, la convivialité des architectes, eh ben, en fait, ça revient à intervenir sur des formes préexistantes de convivialité. Et c'est là que ça vient mettre en tension les outils et les formes d'organisation des concepteurs et des conceptrices. Parce qu'en fait, les architectes, ils interviennent sur des décennies de processus conviviaux accumulés. Et voilà, donc du coup, ça, je trouve ça assez important de le dire, parce qu'en fait, en tant qu'architecte, en tant qu'expert de la conception, on arrive sur une forme, on va dire, un peu parfaite de convivialité. Et l'idée, c'est de réfléchir à comment se poser dessus sans venir la contraindre et essayer de trouver des espèces de synergie entre cette convivialité habitante, cette expertise habitante, et nous, nos outils et nos expertises d'architecte, sans qu'elle vienne, on va dire, surpasser l'autre, quoi, la contraindre ou l'effacer. Ce qui est souvent le cas, quoi. Quand des architectes interviennent sur des projets de logement, de réhabilitation, en fait, ils viennent dénier
toute la convivialité habitante qui était déjà existante. Et là, dans ces projets précis, c'est ce qu'ils ont essayé de pas faire justement, en développant des nouveaux outils. Et ces outils, ils étaient faits en 2 catégories. C'est une catégorisation qui émane du travail de thèse de Marion Oha, qui est passionnante et qui est disponible sur internet. Et elle, donc du coup, elle différenciait 2 types d'outils, les outils représentationnels et les outils institutionnels. Donc les outils représentationnels, c'est les outils, on va dire classiques du répertoire d'action des architectes. C'est le dessin, quoi, c'est des outils de représentation. Dans le projet à Beutre, le relevé habité, qui consiste en fait à représenter les usages et les objets jusque dans les moindres détails sur les relevés techniques des architectes. C'est-à-dire qu'on va représenter même les animaux de compagnie, même les objets qui peuvent paraître d'un point de vue architectural ou spatial insignifiants, mais pas du tout pour les habitants. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça revient à faire exister l'univers habitant dans l'univers technique des architectes. Et donc du coup, ça engage la discussion. Ça traduit aussi une meilleure implication de l'habitant dans la production du plan, quelque part. Et aussi, ça facilite la lecture et la compréhension du plan. Parce que souvent, les géométros, c'est pas facilement compréhensible par des gens qui sont pas formés. Et donc, du coup, le fait de revoir certains objets, de voir certaines choses du quotidien dans le plan, ça permet une meilleure appropriation, pardon, habitante des outils des architectes, quoi. Il y avait aussi la fiche maison. Ça, c'était à Boulogne-sur-Mer. Et ça consistait à reprendre sur le même document des informations qu'on peut qualifier de non conventionnelles. Il y avait par exemple du texte avec des descriptions un peu narratives, et un peu des habitants, très personnelles sur l'histoire de ces habitants, des familles, etc. Avec des photos aussi de ces habitants et de ces habitantes. Sur le même document, il y avait aussi des informations liées à la conception, donc un peu plus architectonique, quoi, avec des relevés, des dessins techniques, et aussi des informations adressées aux équipes de constructeurs. Et donc du coup, c'est un outil qui tendait à brouiller les distinctions entre conception, construction et habitants, en les faisant exister sur un même document. Et donc du coup, naturellement, ça tend un peu à décloisonner les expertises, parce qu'on fait exister un peu au même niveau la réalité habitante, l'expertise habitante, l'expertise plus architecturale, de conception spatiale, et aussi l'expertise des constructeurs sur un même document. Donc ça, je trouvais ça assez beau. Ça sous-tendait aussi des formes de convivialité parce qu'il y a un décentrement de l'expertise. Et peut-être un dernier, à Beutre cette fois-ci, c'était le diagramme. En fait, ils ont développé toute une série de plans diagrammatiques qui permettent d'être modifiés et précisés au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait plein de paramètres et en fonction du type de logement ou de type de transformation qu'ils rencontraient, parce que chaque logement avait été modifié différemment par les habitants, et ben, ils pouvaient se caler dessus. Il y avait une sorte de souplesse de l'outil. Et ça permet de concilier la conception architecturale avec le caractère un petit peu indéterminé de la convivialité. Et ça suggère un glissement des outils de conception qui sont normalement très figés, très découpés, vers des formes beaucoup plus souples et adaptables. Donc ça aussi, c'était très intéressant. Et après, rapidement, les outils institutionnels. Donc eux, ils sortent un peu du cadre classique des outils des architectes. Et c'est lorsque le dessin, en fait, il peut pas répondre à la complexité et à l'hétérogénéité de ce qu'on rencontre sur le terrain, quand on s'intéresse vraiment à l'existant. Et donc, du coup, ces outils-là, ils consistaient à penser des espaces de rencontre et d'échange pour faire naître de la discussion, de la confrontation et de nourrir collectivement l'action architecturale. Donc là, je pense par exemple au Cercle des femmes sur le projet de Beutre, qui étaient des réunions en non-mixité avec les femmes de la cité, qui permettaient de faire émerger d'autres points de vue, d'autres regards sur la cité, et donc du coup de nourrir le projet. Il y avait la maison de chantier à Boulogne-sur-Mer. Il y avait les repas aussi entre les équipes de maîtrise d'œuvre et les habitants et les habitantes, qui permet de faire naître des ponts entre habitants et architectes. Et du coup, en fait, le projet se dilue un peu dans la vie habitante grâce à ces outils. Et la vie habitante, de fait, elle s'insère un peu dans le projet et ça trouble un peu les rôles. Il y a une forme de permutation constante entre architectes, habitants, etc. Et du coup, de fait, tu as une agentivité habitante qui s'intègre dans le projet. C'est-à-dire que le projet, il n'est pas que le fruit des architectes, mais il est aussi le fruit des habitants et des habitantes. Et d'ailleurs, certains de ces outils étaient aussi à l'initiative des habitants. Ça montre qu'en fait, c'est des outils qui ont été, par exemple, le Cercle des femmes, je crois que ça a été à l'initiative d'une des habitantes de la cité,
Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça montre que les outils des architectes leur échappent. Ils ont été même proposés des fois par des habitants. Et donc, du coup, ils ont été co-construits, ces outils-là. Et là, on est vraiment dans des formes de convivialité pour moi. Mais du coup, tous ces outils, est-ce qu'ils ont une limite? Enfin, est-ce qu'on peut les appliquer du coup à toutes les situations? Parce qu'il y en a certains dont tu parles qui peuvent paraître peut-être trop intimes. Est-ce qu'il y a des limites où on peut les appliquer à toutes les situations, voire même à d'autres domaines que l'architecture? C'est-à-dire, ça peut être le design, etc., voire d'autres métiers. C'est quoi les limites de ces outils? Alors, deux choses pour la généralisation. Enfin, je pense qu'il y a autant d'outils conviviaux que de contextes qui existent, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont multiples et ils sont infinis et encore à inventer. Je dirais qu'ils sont pas vraiment reproductibles parce qu'ils sont toujours situés en fonction des contextes et en fonction des acteurs qui les mettent en place et qui les produisent. Et ça, c'est justement le principe de convivialité qui s'oppose à l'industrialisation et donc du coup au principe de standardisation, de réplicabilité. Et voilà, donc du coup, ouais, je pense que des outils conviviaux, il y en a d'avoir de partout, dans tout type de projet d'architecture, mais au-delà de l'architecture. Et par contre, on peut pas trop les prédéfinir et les figer, quoi, parce qu'ils vont dépendre voilà, du contexte, des besoins immédiats, etc. C'est vraiment quelque chose de très situé, ouais. Ouais, donc ça se discute à chaque fois avec les personnes qui vont en avoir besoin, avec les cabinets, Ouais. par exemple, avec les personnes qui vont utiliser ces outils, les personnes qui vont, entre guillemets, «recevoir» ce qui va être fait par ces outils? Bah ouais, j'aurais tendance à dire qu'il y a certains outils qu'on pourrait réutiliser. Par exemple, la permanence architecturale, c'est quelque chose de, dans l'idée, réplicable. Mais par contre, ce qui va émaner de cette permanence-là, les outils qui vont y être développés, les synergies entre habitants et entre architectes, elles vont être infinies, quoi. Ça dépend vraiment du contexte. Je dirais qu'il y a un truc un petit peu transversal des outils conviviaux, c'est qu'ils remettent tous en cause de façon, enfin, ils doivent remettre tous en cause de façon systématique les modalités d'intervention des architectes et déconstruire quelque part leurs expertises. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des architectes, ils ne peuvent pas avoir des compétences propres, des outils qui leur sont propres. On l'a vu au-dessus, ils ont encore une position, je dirais pas centrale, mais ils ont encore une utilité, c'est-à-dire que le relevé habité, c'est l'architecte qui le produit, c'est lui qui dessine. C'est pas complètement intervertir les compétences. Mais voilà, une vraie remise en question constante de ces actions et de leurs conséquences sur les autres acteurs et actrices de l'architecture. Je dirais que c'est ça un peu le truc transversal de la convivialité, des outils conviviaux en architecture. Et ouais, pour répondre aux limites, je peux peut-être insister sur les limites que j'ai observées sur ces cas d'études, parce que c'est justement ce qui a orienté la suite de mes recherches et mon futur travail de thèse. Donc je trouve ça intéressant de le mentionner. En fait, dans les projets que j'ai étudiés, on voit du coup une vraie capacité des architectes à intégrer les habitants et les habitantes dans la conception, pour produire des transformations qu'on peut juger plus justes et plus conviviales. Mais par contre, il y a un vrai angle mort, il y a un vrai impensé selon moi, c'est le chantier et plus largement les conditions de production. Par exemple, à Beutre, après tout ce travail d'ouverture de la conception, de rencontres conviviales entre architectes et habitantes et habitants, le projet il est passé par un appel d'offres classique avec un dossier de consultation des entreprises qui a été remporté par Bouygues Immobilier. Et là, on retrouve un fonctionnement très standardisé, c'est-à-dire externalisation, forte hiérarchie, travail rationalisé, très peu d'agentivité pour les ouvriers et les ouvrières. Et autrement dit, on sort complètement des logiques de convivialité. Donc la question qui se pose, selon moi, c'est quelle est la place des ouvriers et ouvrières dans ces démarches d'émancipation? Parce qu'aujourd'hui, elle reste largement impensée. Pour moi, c'est un peu une des limites de la convivialité que j'ai observée, c'est qu'elle ne peut pas s'arrêter justement juste à une convivialité entre concepteurs et habitants et habitantes. Par exemple, on parle beaucoup d'écologie, de matériaux bio géosourcés, de participation habitante, mais très rarement des conditions concrètes de la production. On continue pourtant de reproduire des formes de domination qu'on a vues et qu'on a discuté tout à l'heure. Et pour moi, c'est là qu'il y a un vrai piège, parce que l'écologie, elle sera sociale ou elle ne sera pas. Enfin, ça, c'est vraiment mon avis. Et je dis ça parce que produire des bâtiments vertueux en terre crue, dans des processus participatifs, ça n'a pas beaucoup de sens, selon moi, si derrière, les conditions de travail de la construction, elles restent aliénantes. Et je le redis, je me répète, mais la convivialité, elle ne peut pas juste s'arrêter à l'habitant. Elle doit aussi inclure celles et ceux qui construisent, pour qu'ils puissent trouver aussi les conditions de leur émancipation dans le travail. Ce qui me semble profondément injuste,
C'est que je pense que si on s'intéresse le moins à ce champ-là, à cet espace-là du chantier, c'est qu'il concerne les personnes les plus précarisées et invisibilisées, à mon avis, et que ça apparaît du coup jamais comme une priorité. Donc ouais, je dirais un peu la limite de la convivialité que j'ai pu observer, c'est qu'elle elle va difficilement jusqu'à l'espace du chantier et dans les lieux de la production, quoi. Du coup, est-ce que tu as déjà réfléchi à des possibilités, des idées de comment changer ça? Ou alors c'est justement quelque chose que tu es en train de travailler et où tu aimerais avoir des réponses? Bah ouais, moi c'est des vraies interrogations. Alors en fait ça existe déjà dans l'éco-construction, l'autoconstruction. Il y a Geneviève Pruvot qui a documenté ça dans un article qui s'appelle La politisation du moindre geste et elle montre comment dans ces milieux-là très militants, on arrive à trouver des nouvelles formes hiérarchiques dans la production et qu'il y a il y a une forme d'horizontalité qui s'opère, etc. Et donc du coup c'est quelque chose de beaucoup plus vertueux. Il y a ça aussi dans les ZAD qui ont été très documentés, donc des formes abouties de convivialité, même dans le processus constructif et pas que dans la conception. Mais ouais, l'idée, ça serait de faire en sorte que ça vienne dépasser les cadres de l'action militante pour que ça puisse concerner l'ensemble de la production. Parce que ouais, aujourd'hui, non, pour moi, c'est vraiment l'impensé, quoi. Il n'y a aucune agence d'architecture, ou alors très très peu d'agences d'architecture qui arrivent à s'emparer de cette question-là. Mais c'est très dur parce que le projet d'architecture, il est découpé, avec, enfin, c'est vraiment très segmenté, très fragmenté. Et finalement, les architectes, ils ont souvent peu de main sur ce qui se passe sur les chantiers. Et ils vont juste être là à faire un peu, on va dire, inspecteur des travaux finis, quoi. Observer que tout se passe bien, etc. Mais voilà. Après, moi, j'imagine que c'est possible de prescrire différemment parce que les architectes nous ont prescrit en ordonnance du travail, quoi. Et et je suis convaincu que c'est possible de le faire différemment pour laisser une place à l'agentivité de terrain, une place à la créativité constructive, etc. De laisser une espèce de marge de manœuvre et de pas essayer de trop cadrer, de trop rationaliser le chantier. Et je pense que c'est largement possible. Ouais. Et toi, du coup, après avoir fait un peu tout ce mémoire, est-ce que cette analyse, ça a modifié toi, tes outils et donc ta pratique, en tant qu'architecte? Ouais, bah, pour dire les outils rapidement, moi par exemple, alors je sais pas si c'est directement mon travail sur la convivialité, mais par exemple, j'ai tout de suite arrêté de m'intéresser au BIM, par exemple. Ça me paraissait être pas du tout pertinent comme outil, et je me suis d'ailleurs ces dernières années là un peu plus orienté vers le dessin à la main, que j'avais pas mal perdu à un moment. Aussi sur la réalisation 3D, moi je me suis jamais trop intéressé au logiciel 3D et beaucoup plus à la maquette. J'ai passé toutes mes années archi à faire de la maquette. Donc ça, c'est pour les outils. Et sinon, ouais, mon travail sur la convivialité, je dirais qu'il m'a permis de vraiment me positionner en tant qu'architecte, notamment en faisant un choix assez clair, c'est de refuser de participer à certaines formes de production architecturale quand elles sont en contradiction avec mes valeurs. Ça paraît un peu bateau comme ça, mais c'est une discussion que j'ai souvent avec des amis architectes, surtout autour du travail en agence notamment. Et à se demander est-ce que c'est un passage obligé, est-ce qu'on est forcément obligé d'y participer, quitte à produire des choses qu'on critique et qui nous paraissent totalement mauvaises, comme couler des mégatonnes de béton, prescrire pour des publics en situation de précarité, etc. Tout ça dans l'espoir de pouvoir changer les choses plus tard. Et moi j'ai l'impression que non, que c'est pas forcément un passage obligé, qu'on n'est pas obligé de se compromettre, et que cette exigence, ça fait aussi partie de la recherche de convivialité. C'est-à-dire savoir ce qu'on accepte de faire ou pas. Parce qu'au fond, je pense qu'être architecte, c'est pas forcément construire. C'est pas, enfin, en fait, construire, c'est pas une fin en soi, quoi. Et ça, je pense que c'est un peu l'ouverture que ça m'a donné, de chercher à investir d'autres rôles, d'autres formes d'action. Je pense par exemple à Sophie Ricard qui a passé à HMO et qui a fait ce projet à Boulogne-sur-Mer et qui aujourd'hui travaille en tant qu'assistante. Elle fait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, je crois, donc plus du côté des politiques publiques, des décideurs. Donc elle vient infiltrer en tant qu'architecte ces espaces-là. Et c'est aussi ça que ça a ouvert pour moi, quoi, l'envie d'expérimenter, trouver d'autres manières d'exercer la profession, d'autres types d'interventions, d'autres outils. Mais souvent, tous ces outils un petit peu, du coup, non conviviaux qui ont été créés, comme par exemple le BIM, et cetera, dont tu parlais, ils ont été créés aussi pour des questions financières, de rentabilité, voilà. Toi, comment tu gères tout ça? Ouais, mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'en avais discuté avec Marion Oa quand je l'avais interviewée sur le projet de Beutre. Et elle m'avait dit que justement l'investissement qu'avait été le leur pour développer tous ces outils institutionnels, tous ces espaces de rencontre, etc.,
avait pas du tout été rémunéré en fait. C'était un investissement humain, quoi. Et ouais, c'est une vraie question parce que ça sort effectivement des logiques de rentabilité. Et ouais, c'est un peu des risques à prendre. Alors moi, personnellement, par exemple, le fait de refuser de faire certaines choses, ça m'oblige aussi effectivement à accepter des formes de précarité et à bricoler un petit peu des économies. C'est-à-dire que je suis prêt à travailler un peu à droite à gauche. C'est-à-dire que si jamais je devais me mettre à faire de la maîtrise d'œuvre, je sais que je pourrais pas faire que ça. Parce que si jamais j'accepte que des projets qui me paraissent sensés, ça sera difficilement rémunérant. Donc du coup, il faut accepter de bricoler des économies un peu parallèles, de faire plusieurs choses, des tafs alimentaires et un peu de maîtrise d'œuvre, ou alors faire de l'enseignement. Moi, notamment, je m'oriente vers une thèse. Donc si jamais je fais une thèse, bah, j'aurai un financement. Ça me permettra de voir un petit peu sur le long terme. Mais voilà, ouais, je pense que vraiment, si jamais on veut vraiment être sensé et sincère, on doit se diriger vers autre chose que la maîtrise d'œuvre. Étant donné qu'on doit naturellement construire moins. Donc du coup, si on arrête les opérations de neuves, eh ben, il va y avoir moins d'argent produite, quoi. Donc du coup, trouver d'autres manières d'exister en tant qu'architecte. Ou alors d'autres manières de rémunérer les architectes. Parce que ça, c'est une question que je soulève souvent avec des amis, c'est que vu qu'aujourd'hui, on paye les architectes au prix de la construction, eh ben, plus on fait des projets extractivistes, plus on fait des projets, des gros projets, et plus on est rémunéré en tant qu'architecte. Donc ça incite pas du tout à faire de la frugalité, à faire des projets de maintenance qui vont, eux, produire moins d'argent, moins de croissance. Donc effectivement, il y a aussi cette question, comment on rémunère les architectes, qui est assez intéressante. Mais ouais, voilà, je dirais bricoler, entrer un peu en résistance, prendre des risques. Et puis moi, je le dis souvent, c'est pas une fin en soi d'être architecte, c'est-à-dire que si à un moment, j'arrive pas à me nourrir et à vivre de ça, je préfère me réorienter vers quelque chose d'autre, faire quelque chose d'autre, que rentrer dans la machine et participer à des choses dévastatrices, quoi. Et selon toi, à quoi ça ressemblerait un peu la ville si elle était pensée et bâtie que avec des outils conviviaux? Du coup, je dirais que morphologiquement, esthétiquement, ça se rapprocherait d'architecture vernaculaire. On aurait une production architecturale beaucoup plus hétérogène parce qu'elle prendrait la forme des besoins communautaires, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait une diversité architecturale folle parce qu'il y aurait autant d'architecture que de communautés, que de territoires pluriels. Donc du coup, les villes, elles seraient différentes qu'on soit à un endroit ou à un autre. Donc effectivement, ça s'apparente vraiment à l'architecture vernaculaire, quoi, qui cimente les traditions habitantes, culturelles, constructives d'un lieu, quoi. Je pense qu'elle aurait de ça, la société conviviale. Donc elle serait pas du tout uniformisée comme aujourd'hui. Les architectures, elles seraient sûrement aussi beaucoup plus adaptées. C'est-à-dire qu'il y aurait autant de formes de logement que de diversité de structures familiales, que de diversité de manières d'habiter. Aujourd'hui, on vit tous dans des logements similaires, alors même qu'on n'a pas du tout les mêmes manières d'habiter. Alors j'imagine que dans une société conviviale, produite convivialement, eh ben, on aurait des logements hyper variés, des constructions beaucoup plus modulables. Je pense qu'en fait, si on décuple les capacités d'action, des habitants et des habitantes, des constructeurs, des artisans, des artisanes, des architectes, et ben on décuple les capacités constructives, on décuple les capacités de transformer, de modifier son environnement, et on serait dans une société en fait beaucoup plus démocratique, quoi, avec un droit à la ville beaucoup plus fort. Maintenant, on passe à la dernière question. Pour conclure un peu plus globalement, qu'est-ce que construire demain, ça signifie pour toi? Alors déjà, je dirais peut-être un peu provoque, mais construire demain, c'est ne plus construire. Ou alors, en tout cas, que le fait de construire devienne une exception. J'imaginerais qu'on construirait peut-être que 2 fois sur 100, quoi. Quand il faut vraiment, il n'y a pas d'autre solution, ce serait vraiment l'ultime recours, ça serait de construire. Sinon, on s'occuperait plus à entretenir, prendre soin, réparer, écouter l'existant. J'imagine aussi que les processus de production pourraient faire se rencontrer des acteurs qui profitent de l'expérience constructive pour s'émanciper et se réaliser collectivement. Pas seulement les architectes. Ça veut dire que ça serait pas juste un architecte qui prend la photo dans le journal avec le maire devant l'édifice achevé. Ça serait un processus beaucoup plus collectif, où la construction serait une aventure émancipatoire et heureuse pour l'ensemble des intervenants et intervenantes sur la construction. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un futur réalisable, hein, parce qu'on le voit dans les ZAD, dans l'autoconstruction, l'éco-construction, on voit ce genre de processus constructif bien plus collectif, bien plus partagé, qui profite bien plus à tout le monde.
Et l'idée, c'est de faire en sorte que ça concerne l'ensemble de la production, quoi. Merci beaucoup Thomas d'avoir partagé tes idées aujourd'hui avec nous. Merci pour ton temps, pour ton engagement et pour ton mémoire dont tu as parlé aujourd'hui et qui, j'en suis sûre, inspireront les créatrices d'aujourd'hui pour le monde de demain. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode d'Affordance, que ce soit dans vos écouteurs ou dans votre voiture, peu importe, mais surtout merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à affordance.podcast sur Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. À bientôt.